Aujourd'hui, ça va être disco, puisqu'on va... Et disco et en même temps récréatif, puisqu'on va voir un problème de rampe de spot, sous forme de petits quiz qu'on peut poser un peu à n'importe qui, mais j'ai l'impression que n'importe qui ne peut pas le résoudre en un temps fini. Parce que, surtout si on part d'un nombre quelconque, n. On va voir que l'utilisation des formes quadratiques se trouve vraiment de grands secours dans un problème qui semble complètement concret. Et en plus, non seulement des formes quadratiques, mais des formes quadratiques sur un corps de caractéristiques 2. Donc, non seulement c'est récréatif, c'est disco, mais en plus de ça, ça a le goût de l'interdit. Parce que la caractéristique 2, quand même, dans les formes quadratiques, c'est quelque chose de très souvent évité dans le programme. On dit soit une forme quadratique, deux caractéristiques différentes de 2, etc. etc. Et on expliquera un petit peu à la fin de cet exercice ce qu'il en est exactement. Le problème, c'est le suivant. On a n un nombre strictement positif, on se donne n interrupteurs, d'accord, des interrupteurs numérotés de 1 à n, et n ampoules aussi numérotés de 1 à n sur une rampe de spot. Et les interrupteurs, ils sont en train d'agir sur les spots. Voilà. De sorte que, alors attention, pour tout IJ, l'interrupteur I, il va allumer l'ampoule I, mais pas que, il allume l'ampoule I. Ça ne veut pas dire qu'il allume que l'ampoule I, attention. Et 2, si l'interrupteur I allume l'ampoule J, alors l'interrupteur J allume l'ampoule I. D'accord? Voilà. Donc on a juste... J'ai oublié de préciser une chose quand même. C'est que quand on actionne un interrupteur sur une ampoule donnée, si il agit sur cette ampoule, d'accord, s'il agit sur cette ampoule, alors si elle était éteinte, il l'allume, et si elle était allumée, il l'éteint, d'accord. Donc on voit quand même poindre ici F2 avec sa logique de ajouter 1, c'est rendre, d'accord, si c'est 0, l'action plus 1, l'opération plus 1, si c'est 0, ça donne 1, si c'est 1, ça donne 0, avec allumé, éteint. Voilà. Maintenant la question c'est la suivante. On part d'une situation où toutes les ampoules sont éteintes, on a nos interrupteurs, et on veut actionner les interrupteurs de sorte que toutes les ampoules soient, donc toute la rampe de spot soit allumée. Voilà. Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est la question. Voilà, la réponse, c'est, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Regardons pour n égale 2. C'est normal de commencer par n égale 2. Je vais symboliser comme ceci. L'interrupteur I allume l'ampoule J. D'accord? Alors, allons-y. Pour n égale 2, quelles sont les possibilités d'avoir ces deux axiomes? D'abord, soit on a l'interrupteur 1 qui allume l'ampoule 1, l'interrupteur 2 qui allume l'ampoule 2, et c'est tout. Voilà, donc ça va bien vérifier ces deux-là. Et là, c'est pas difficile de tout allumer. Il suffit, on a tout éteint, on allume 1, on allume 2, et ça y est, toute la rampe de spot est allumée. Bon. Autre configuration. La configuration où l'interrupteur 1 allume 1, mais allume 2 aussi. Et donc, du coup, il faut que 2 allume 1. Et il faut que 2 allume 2, parce que de toute façon, ça, c'est le premier action. Donc, en fait, chaque interrupteur allume tout. Ouais, ça marche. Il suffit d'allumer l'interrupteur 1 à partir du moment où c'est 0.
Et là, toute la rampe de spot va être allumée. A good trip. Feel the music, babe. Si une stratégie, si vous voulez y réfléchir par vous-même, sautez cette étape. Voilà une stratégie. Maintenant, il faut encore pour prouver chaque étape de la stratégie. Donc je donne juste des grandes lignes. 1. Eh ben, on a un graphe, d'accord, dont les sommets sont indexés par les n éléments, et ça va nous donner une matrice carrée à coefficient dans F2, c'est-à-dire soit 0, c'est-à-dire que l'interrupteur, donc si CIJ, le coefficient CIJ de la matrice égale 0 si l'interrupteur I n'actionne pas l'ampoule J, et 1 s'il actionne. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? En gros, vous voyez que la matrice C, elle va avoir que des 1 sur la diagonale, et elle est symétrique. D'accord? Donc on a une matrice symétrique avec que des 1 sur la diagonale. Et maintenant, la rampe de spot, ça devient un vecteur de f de n, d'accord? Et tout allumé, ça veut dire que c'est le vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1. D'accord? C'est un vecteur de f2 puissance n. Alors f2, hein, c'est le corps à deux éléments. C'est un peu comme z sur 2z. En fait, c'est z sur 2z, mais simplement, on le voit comme corps à part entière, qui a pris son indépendance avec sa construction à partir de z, en quelque sorte. Hein, donc, voilà. Et là, maintenant, on montre, dans un premier temps, que résoudre le problème revient à résoudre le système linéaire Cx égale U. Voilà. Ça, X, ça va être la façon de positionner les interrupteurs. Hein, d'accord? Et là, on va avoir Cx égale U. Il faut résoudre donc Cx égale U. Mais vous voyez que la matrice C, ici, si vous regardez, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Donc c'est la matrice d'incidence, hein, d'accord? Et ici, c'est 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, si C était, d'après les axiomes, automatiquement inversible, alors là, ce serait terminé. Malheureusement, ce n'est pas terminé, parce que C n'est pas forcément inversible. Vous voyez ici, 1, 1, 1, 1, elle est de rang 1. Ah, problème. Donc, c'est un petit peu plus difficile que ce que l'on pensait. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est d'introduire, parce qu'on voit que la matrice C est symétrique, d'introduire une forme bilinéaire symétrique, et rien de mieux que la forme canonique, hein, cette espèce de ce qu'on appelle le produit scalaire sur Rn, mais là, oui. Bon, on n'est pas sur R, hein, donc la nomenclature nous empêche de l'appeler comme ça. Donc c'est la forme qu'on appelle la forme canonique, hein, sur f de n. Et là, donc comme il y a une forme sur Fn, il y a une notion d'orthogonalité, hein, d'accord, et en fait, toujours pareil, on montre que l'image, parce qu'il faut montrer que U, il est dans l'image de C, et on montre que l'image de C, c'est le noyau de C transposé orthogonal. Ça, c'est connu, hein, c'est quelque chose d'assez facile. On le reverra un petit peu parce que, bon, on se dit, c'est quand même pas évident. On est sur F2, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ça, c'est normal, on se pose ces problèmes. En fait, le quadratique sur un corps de caractéristique 2, on peut s'en méfier. Le bilinéaire, pas trop. Et en fait, jusqu'à présent, on a toujours le bilinéaire et le quadratique qui sont de pair, alors que là, en caractéristique 2, c'est deux choses différentes. Mais en gros, ça va marcher. Donc il suffit de montrer que U est dans im de C, c'est-à-dire que U est dans ker de C transposé orthogonal. C transposé qui est rien d'autre que C. Donc on va prendre, parce que C est symétrique, d'accord? Donc X appartient à ker de C. Et là, on montre que, donc, à partir d'une forme bilinéaire,
on obtient une forme quadratique par la manière habituelle, et en fait, x appartient à un tiers de c implique que q de x égale 0. Et là, il va y avoir un petit miracle qui va faire que x, c'est ici que ça se passe, que x est orthogonal à u. Et donc, x étant orthogonal à u, ben, u, il va être là-dedans, donc il va être là-dedans, et on va avoir notre solution. Voilà, en gros, les étapes. Voilà, on attaque la solution. D'abord, donc, on regarde la matrice C, cette matrice d'incidence, une matrice NN à coefficient dans F2, ou Z sur 2Z si vous préférez. Et donc c'est la matrice dont les colonnes, hein, d'accord, c'est la colonne CJ, où on va avoir que des 0 et des 1. On a 0 si J n'actionne pas l'interrupteur I à la ième ligne, et on a 1 s'il l'actionne. D'accord, hein, donc par exemple, si l'interrupteur J actionne tout, et ben, tous les spots, ben, on va avoir que des 1. Et s'il n'actionne pas le spot 2, par exemple, et ben, on va avoir un 0 à la deuxième ligne. Voilà. Bon, alors je vous rappelle que la matrice C, on a dit, elle est symétrique à cause des axiomes, et elle n'a que des 1 sur la diagonale. Bon, alors maintenant, on va supposer que x, c'est un vecteur de f de n qui représente l'état de la rampe, d'accord. Je vous rappelle que les ampoules sont numérotées, hein, donc ici c'est numéroté aussi. Donc c'est l'état de la rampe à un certain instant t, d'accord. Et à l'instant suivant, qu'est-ce qui va se passer si on actionne l'interrupteur J? Eh ben, on va avoir évidemment l'étape suivante, on va avoir x plus cj, d'accord, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Si J actionne I, alors l'ampoule allumée devient éteinte, et l'ampoule éteinte devient allumée. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Donc c'est exactement modélisé par l'opération additionner 1, hein, dans F2. Voilà. Maintenant, si l'on actionne successivement les interrupteurs J1, J2 jusqu'à JK, et ben forcément, par récurrence, on va avoir X plus CJ1 plus CJ2 jusqu'à plus CJK. Et en fait, c'est égal à X plus CY. Donc ça, c'est ou Y. Alors ça, les EJ, ça va être les vecteurs colonnes de la base canonique de F de N, c'est-à-dire 0, que des 0 avec juste un 1 à la jème ligne. Donc Y égale EJ1 plus EJK. Bon, évidemment, hein, donc ça c'est égal à ça, hein, d'accord, évidemment, puisque Y c'est égal à ça, c'est juste de la distributivité. Et maintenant, comme X est égal à 0 au tout départ, hein, ben, le problème, étant donné que cette forme-là, ben, c'est la forme générale d'un Y dans F de N, c'est-à-dire que quel que soit Y dans F de N, et ben, Y se met sous la forme, ben oui, puisqu'il n'y a que des 0 et des 1, il se met forcément sous cette forme-là, et ben, ça veut dire que notre problème, il a une solution, si et seulement si CY égale U a une solution. Alors U, je vous rappelle, c'est le vecteur unité avec que des 1. On veut allumer tous les spots, et donc on veut trouver une solution dans F de N de CY égale U. Voilà. Voilà. C'est de la modélisation, hein, et on voit que cette opération allumé, éteint, éteint, allumé, eh ben, nous apporte
une modélisation naturelle en termes de F2 espace vectoriel. Voilà. Ensuite, donc on a l'étape 1 est faite. L'étape 2 maintenant. Alors on met sur F de n la forme bilinéaire canonique. Alors ça c'est des vecteurs colonnes, hein, x transposé y que vous connaissez bien. Hein, c'est la somme des i égale 1 à n de xi, yi, où les xi et yi c'est les coordonnées respectives de grand X et grand Y. Alors, comme d'habitude, on a im de C, parce que vous voyez que ce qu'il faut montrer, c'est que U, il appartient à im de C maintenant, mais montrer qu'on est dans une image, c'est pas évident. Là, on se ramène avec l'algèbre bilinéaire à regarder un noyau. D'accord? C'est un peu la dualité que nous apporte l'algèbre bilinéaire. Ça, c'est assez agréable. Donc, l'image est incluse dans alors, clair de C transposé orthogonal. Voilà. Alors, transposé, bon, à la fin, ça va être C, parce que C est symétrique, mais orthogonal pour cette forme-là. Alors, pourquoi on a l'inclusion? On va avoir l'égalité, hein. On va avoir l'égalité. Ça, c'est ça qui va nous servir dans la troisième étape. Regardez, pourquoi on a l'inclusion? Vous prenez V dans im de C, et il faut montrer qu'il est orthogonal à ker de C transposé. Donc, V, comme il est dans im de C, il est de la forme CY. Maintenant, ça veut dire que si j'ai X quelconque dans ker de C transposé, d'accord, alors il faut montrer que X transposé V égale 0 pour que ce soit orthogonal, mais X transposé V, c'est X transposé CY, puisque V c'est CY, voilà. Mais X transposé C, alors c'est l'associativité, hein, vous vous rappelez, l'associativité des matrices, quelle que soit leur taille, à partir du moment où elles sont multipliables, on a une associativité. Donc ici, X transposé C, c'est la transposée de C transposé X, donc fois Y, et puis ensuite C transposé X, comme X est dans le noyau de C transposé, et ça fait 0, et donc quand on va multiplier par 0, on va avoir 0, là ici, d'après la formule qui est là. Voilà. Alors maintenant, on a donc l'inclusion, on vient de montrer cette inclusion, mais ces espaces sont de même dimension. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, le rang de C transposé, c'est le rang de C. Ça, c'est vrai sur tout corps. Le noyau, pareil. Le noyau, vous avez la formule du rang qui est valable sur tout corps. Donc, c'est n moins l'image. D'accord? Et l'orthogonal, c'est l'orthogonal de la forme canonique. Et comme d'habitude, la dimension de l'orthogonale, c'est la codimension du sous-espace. Voilà. Donc, vous pouvez revoir la preuve de ça. Je vais pas le refaire. C'est quand même un classique. Mais peut-être que certains d'entre vous l'ont vu en licence, et puis donc dans un contexte où c'était sur R, et puis peuvent se demander si ça marche sur d'autres corps. Vous pouvez voir que ici, à partir du moment où vous prenez une bonne forme quadratique, pas une bonne forme bilinéaire, pas une forme bilinéaire dégénérée, donc celle-ci par exemple, alors ça marche bien, et ce n'est que de l'algèbre linéaire dans le fond, hein, d'accord? C'est pas de l'algèbre quadratique à proprement parler, parce qu'on est en train pour montrer ça, on applique la formule du rang à une application linéaire de restriction entre l'espace et son dual. Hein, voilà. Bon, regardez ça, mais en tout cas, c'est tellement classique de la dimension de l'orthogonale que ça ne devrait pas poser de problème. Donc, si vous voulez, étant donné qu'on prend là, le rang est inversé, là on prend le n moins le rang, et là c'est n moins le rang, donc c'est le rang, et donc c'est ça. Donc on a bien égalité, et on a du coup égalité des espaces. Maintenant, il va falloir montrer que U, dont on veut qu'il soit dans im de C, on veut montrer qu'il est dans l'orthogonale de ker de CT, c'est-à-dire dans l'orthogonale
la question qu'on se pose, c'est est-ce que U est dans l'orthogonale de C de Ker de C, l'orthogonale de Ker de C. Voilà, ça c'est la dernière question. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à montrer que ce vecteur U, avec que des 1, d'accord, est dans l'orthogonale de Ker de C. Donc, on va prendre x dans Ker de C, et on veut montrer que U transposé x égale 0. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on sait? Bah, que Cx égale 0, hein, puisque il est dans Ker de C, bon voilà. Maintenant, je multiplie par x transposé à gauche, et là, je tombe sur une forme quadratique. Hein, d'accord? Vous savez que ça, c'est une forme quadratique. Maintenant, cette forme quadratique, je sais la développer. Donc, j'ai 0 qui est égal à ça, et ça, bah, vous devez savoir le développer. Si on appelle CIJ les coordonnées, hein, les entrées de la matrice C, alors c'est somme de IJ entre 1 et n de CIJ, XI, XJ. D'accord? Où XI, c'est les coordonnées de X. Alors maintenant, je sépare en deux. D'abord, la partie diagonale où je vais avoir X, donc I égale J, donc I égale J, donc je vais avoir xi carré, la somme des I égale 1 à n de xi carré, et maintenant les parties non diagonales. Mais comme la matrice C est symétrique, on va avoir CIJ égale CJI. Donc ici, je peux regrouper, je peux factoriser, comme xi, xj, c'est xj, xi, on est en commutatif évidemment, et ben je vais regrouper 2 par 2, et j'ai ce fameux 2, hein, qu'on trouve dans le monde du quadratique, qu'on trouve partout, et qui fait que quand on veut diviser, ben, on est obligé de supposer la caractéristique différente de 2. Et ben là, le 2, il est multiplicatif, donc il n'est pas trop embêtant, et donc il s'élimine, parce qu'on est en caractéristique 2, on est sur F2, et donc ici on a 0. Donc il ne reste plus que somme de I égale 1 à n de xi carré. Maintenant, xi, il faut bien se rappeler qu'on est sur F2, donc c'est que des 0 ou des 1, et donc xi carré, bah, c'est 0 ou 1. Bon, voilà, et c'est 0 aussi, xi égale 0, et c'est 1. Bon, bref, xi carré égale xi, pour 0 et 1. Bah oui. Donc, somme des xi carré, c'est somme des xi, et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Bah, c'est la somme des xi, c'est simplement le produit. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez imaginer des 1 là. Donc c'est bien le produit de U transposé par X. Donc U transposé X est égal à 0. Et on a montré qu'on pouvait allumer entièrement notre rampe de spot. On part sur un autre problème d'interrupteur de rampe de spot. C'est le problème de la rampe de spot 2. D'accord. On part de k interrupteurs cette fois-ci qui vont actionner une rampe de n spots. Et bon, les interrupteurs sont numérotés et la rampe de spot, bah, dans la rampe de spot, les spots sont numérotés. Chaque interrupteur J va allumer un ensemble de spots. Donc ça va être une assignation. Hein, on va assigner à chaque interrupteur un ensemble d'ampoules, hein, de spots qui va allumer. Voilà. Donc maintenant, si on actionne 2 interrupteurs, alors c'est pas pareil que dans le premier problème, si on actionne 2 interrupteurs, en fait on allume tous les spots associés à chacun des 2 interrupteurs. En quelque sorte, la réunion des deux. D'accord? Donc vous voyez que c'est un problème ensembliste. C'est-à-dire qu'à J, on associe une partie de l'ensemble des éléments de 1 à n. Donc voilà, on associe une partie. Et quand on actionne 2 interrupteurs, eh ben, c'est la réunion des 2 parties. C'est pas la différence symétrique comme ça aurait été dans le problème précédent. Hein, où on avait une logique de 1 plus 1 égale 0. Voilà. Alors, quel est le but?
on voudrait assigner les cas interrupteurs à la rampe. Donc une assignation, ça va être finalement quoi? Une application de 1 cas, d'accord? Voilà, hein, c'est une application de 1 cas. Donc chaque interrupteur, on lui associe une partie de 1n. Voilà, c'est ça, hein, d'accord? Voilà la modélisation de la chose. Hein. Donc on voudrait assigner les cas interrupteurs à la rampe, de sorte que un interrupteur seul allume un nombre impair de spots, et deux interrupteurs, quand on les allume en même temps, d'accord, ça va allumer un nombre pair de spots. 0 étant considéré comme pair, hein, donc c'est toujours au sens large, hein, ces histoires. Voilà, donc c'est ça qu'on veut. Alors, question 1. Montrer que ceci n'est possible, d'accord, que si et seulement si, k est inférieur ou égal à n. Si k est inférieur ou égal à n, alors c'est possible. Hein. Vous assignez à l'interrupteur 1 uniquement le spot 1 et à l'interrupteur 2 le spot 2 etc. et à l'interrupteur K le spot K. Puisque K est inférieur à N, cet assignement est possible et puis tout va bien marcher puisque un interrupteur seul allume un nombre impair parce que 1 il n'en allume qu'un et 1 c'est impair et 2 quand on va en allumer 2 comme ils sont disjoints quand on va mettre en on 2 interrupteurs ça va allumer deux spots hein, parce qu'ils sont différents. Donc là ça c'est facile hein, dans ce sens là mais c'est si et seulement si, c'est-à-dire montrer que si K est strictement supérieur à N alors cet assignement est impossible. Maintenant là c'est là que ça va devenir un peu plus difficile. De combien de façons est-ce possible pour K égale N? On pourrait le faire aussi pour K quelconque, hein, mais pour K égale N, de combien de façons on peut, donc quel est le cardinal finalement des applications de 1K dans P de 1N tel que ceci est vrai, c'est-à-dire le cardinal de l'image de chaque élément est impair et le cardinal de la réunion de l'image de deux éléments distincts doit être pair. Voilà. Oui, alors là, combien il y en a? Ça, c'est quand même un peu plus impliqué. Et on verra qu'on sera amené à des considérations de groupe orthogonal sur un corps fini. Et en plus, pas n'importe quel corps fini. Voilà. Alors, l'idée ici, encore une fois, c'est de travailler sur F2. Le problème concerne la parité, et on travaille dans les ensembles les parties d'un ensemble fini, et ça va avoir une structure d'algèbre sur F2, d'algèbre de Boole, et ça va être tout à fait adapté au problème. Donc voilà, tentez-vous, parce que le prochain coup, je vais donner la solution au moins de Q1. Alors, la solution à la question 1. D'abord, pour la présentation du problème, on a eu besoin de la réunion. C'était plus joli à dire avec des réunions, hein, plus dans la pratique. Mais pour la solution du problème, on va utiliser plutôt l'intersection. Quelle est la relation entre la réunion et l'intersection? C'est que le cardinal de la réunion, c'est le cardinal de A, plus le cardinal de B, moins le cardinal de l'intersection. Ça, on sait tous ça. Ce qui fait que, comme le cardinal de A était impair et le cardinal de B est impair, par ce qu'on exige, hein, d'accord, la première condition, la somme des deux, ça va être pair.
donc la parité du cardinal de la réunion n'est vrai que ne dépend que de la parité de l'intersection. Donc ça veut dire que on peut remplacer le cardinal de la réunion est pair par le cardinal de l'intersection est pair. Voilà. Donc finalement, on veut assigner à chaque interrupteur des ensembles. Donc on veut une famille des sous-ensembles de E égale 1n. C'est-à-dire qu'on veut une famille de sous-ensembles tels que le cardinal de chaque sous-ensemble est impair et le cardinal de chaque intersection de deux sous-ensembles est pair. Alors maintenant, rappelez-vous que le cardinal de l'ensemble des parties de E, c'est 2 puissance quart 2, c'est-à-dire 2 puissance n, hein, d'accord. Et c'est là que la caractéristique 2 est en train de poindre, c'est-à-dire un espace vectoriel sur F2 de dimension n, hein, va arriver. D'accord. Et bien maintenant, P de E est en bijection avec F de n. Bon, c'est évident, hein, on prend un ensemble A, d'accord, et on va lui associer quoi? Le n-uplet des éléments de est-ce que, voilà, on regarde la fonction caractéristique associée à A, c'est une fonction qui a I donne 0 si I n'appartient pas à A, et donne 1 si I appartient à A, et on regarde la ième coordonnée, c'est delta A de I. Hein, d'accord? Donc de sorte que sur F2, le cardinal de A, oui, ça va être le nombre de non nuls, et la parité du cardinal, ça va être la somme des delta A de I. Hein. Si c'est 0, ce sera de cardinal pair. Si c'est 1, ce sera de cardinal impair. Donc, on a déjà une première chose, si on veut analyser le cardinal des A, c'est la forme linéaire qui a un x de F2 de n associe la somme de ses coordonnées dans F2, hein, d'accord, et qui va nous donner une idée de la parité, hein, de cardinal de A. Et en gros, la condition ici, c'est d'avoir cette somme qui est impaire, donc cette somme égale à 1. Maintenant, on va analyser l'intersection. Et bien là, c'est plus cette forme linéaire, c'est la forme bilinéaire canonique sur f de n qui a xy associe la somme de i égale 1 à n de xi, yi. Effectivement, quand c'est ce qu'on aura ici quelque chose égal à 1, si et seulement si, xi égale 1 et yi égale 1. D'accord? Dans les autres cas, on aura 0. Et donc, si i, il est à l'intersection de l'ensemble représenté par x et l'ensemble représenté par y. D'accord? Donc, c'est bien l'intersection des ensembles qu'on va voir avec les 1 qui apparaissent dans les xi et yi. Et quand on fait la somme, c'est la parité de l'intersection. Voilà. D'accord? Donc maintenant, on veut une famille FJ, d'accord, dans F de n, qui va correspondre à une famille de sous-ensembles, telle que FJ égale 1. Pourquoi FJ égale 1? Parce que FJ, c'est la somme de I égale 1 à n de FIJ carré. FIJ, c'est les coordonnées de FJ, hein, la ième coordonnée de FJ. Donc ça, c'est FIJ carré. Mais comme on est dans 0, 1, 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré, ça fait 1, comme tout à l'heure dans l'autre problème. Et donc, c'est la forme linéaire ici. Et on veut que cette forme linéaire soit égale à 1. D'accord? Donc, FJ égale 1. Maintenant, on veut aussi que FK égale 0, si J est différent de K, évidemment. Pourquoi? Parce que on veut que le cardinal de l'intersection soit pair, donc on veut que ceci soit égal à 0. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut une famille
ortho, j'aurais peut-être pas dû prendre K parce que ça a déjà été pris. Je vais prendre L, parce que K c'est déjà quelque chose. Voilà, ça va mieux comme ça. On veut une famille en gros orthonormale. Alors on n'aime pas le mot orthonormal parce que la norme ça fait penser à des propriétés de normes, et là c'est pas des vraies normes, mais on s'est compris, on veut que FJFL soit égal à delta JL. Et ça implique que la famille est libre. D'accord ? Ça, vous le savez. Parce que si on doit écrire somme de J égale 1 à K de lambda J FJ égale 0, donc on suppose une relation linéaire et je vais multiplier dans le sens multiplier pour la forme bilinéaire par F indice L pour un L donné. Et à gauche, je vais avoir que des zéros, sauf pour J égale N. Où là, je vais avoir un 1. Et donc, je vais avoir lambda L égale 0, parce qu'à droite, quand je multiplie par Fl, évidemment, j'ai 0. Donc, j'ai lambda L égale 0. Donc, j'ai une famille libre. Et une famille libre est toujours plus petite que la dimension de l'espace dans lequel on est. Voilà. Maintenant, la deuxième partie est un petit peu plus... On est arrivé avec notre modélisation de cette histoire de rampe de spot à se poser la question combien de bases orthonormées on va avoir dans l'espace F de N muni de sa forme bilinéaire canonique. Quand je dis base orthonormée, eh bien, je parle de orthonormée dans le sens que FJ, FL, quand on les passe par la forme bilinéaire, ça donne delta JL. Voilà ce que j'entends par base orthonormée, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Et ces bases orthonormées, la correspondance, c'est à FJ, qui est un vecteur, par exemple, colonne, qu'on peut voir comme colonne de F de N, avec des zéros si l'ampoule est éteinte et 1 si l'ampoule est allumée. Les bases orthonormées, c'est en bijection, comme d'habitude, avec le groupe orthogonal. On va rappeler ça. Qu'est-ce que ça va être le groupe orthogonal ? C'est l'ensemble des U qui appartiennent à ON de F2. Donc, c'est si U de X, U de Y est égal à XY, la forme XY, quel que soit, évidemment, X et Y dans F de N. D'accord ? Voilà. Donc ça peut s'écrire matriciellement très facilement, avec la matrice, d'accord ? C'est U transposé, U est égal à identité, parce que ça, là, on a la forme canonique, donc qui correspond à la matrice identité dans la base canonique. Voilà. Donc j'annonçais qu'on avait une bijection, on a toujours une bijection entre ici ON et ce qu'on appelle les bases orthonormées. Effectivement, ici on a une base canonique là-dedans. Cette base canonique, elle est orthonormée pour la forme canonique. Et à G dans ON de F2, on va lui associer la base des G de EI, où EI c'est la base canonique. Et effectivement, ça va être une bijection, parce que d'abord c'est bien défini, EI c'est la base canonique, les G de EI c'est une base, étant donné que G respecte la forme, ça reste une base orthonormée, puisque la base canonique était au départ orthonormée, et et inversement, à une base orthonormée, on associe l'unique G qui envoie la base canonique sur la base donnée. Donc tout ça c'est assuré par le théorème, le fameux théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Et comme ça envoie une base sur une base, c'est bijectif. Et comme ça envoie une base orthonormée sur une base orthonormée, on vérifie que c'est bien dans ON. Donc on a bien ici une bijection, et calculer le cardinal de ça, c'est-à-dire ce qu'on veut, ça revient à calculer
l'ordre du groupe. Alors quand on dit cardinal ici, et là on dit ordre, on voit qu'on est passé quand même à un niveau de sophistication supérieur. Effectivement, ici on a une structure et on va pouvoir exploiter en quelque sorte cette structure. Alors qu'ici, voilà, il n'y a pas vraiment de structure. Alors, voilà, le théorème, donc, par abus de notation, je ne mets pas le F2 ici, mais l'ordre de ON va dépendre de la parité de n. Donc, si n est égal à 2m plus 1, eh ben, c'est 2 puissance m au carré fois le produit de I1 égale 1 à m des 2 puissance 2i moins 1. Voilà, c'est comme ça. Et le cardinal de O2m est égal à 2 puissance m2, le produit de i égale 1 à m-1 de 2 puissance 2i moins 1. Alors, ces cardinaux, dans H2G2, dans le tome 2 de 2015, on les a pratiquement tous trouvés, mais pas pour la caractéristique 2, malheureusement. Ça va être une conséquence immédiate du fait que le cardinal de ON, c'est le cardinal de ON-1 fois 2 puissance n-1 si n est pair, et 2 puissance n-1 moins 1 si n est impair. Et ici, on a O2 égale 2. Le cardinal de O2, c'est 2, parce qu'il faut bien une initialisation pour cette récurrence-là. Effectivement, O2, vous n'avez que 2 en dimension 2, vous n'avez que 2 bases orthonormées, vous pouvez le vérifier facilement. C'est la base canonique et la base canonique permutée, d'accord, parce qu'en fait, on compte des choses où l'ordre compte, d'accord. Voilà. Et en fait, donc ça c'est une conséquence immédiate, c'est parce que le M2 il va apparaître par la somme des nombres impairs. Donc quand c'est pair, d'accord, on va avoir 2 puissance un nombre impair, et quand on va ajouter ces nombres impairs, on va avoir M2. Et ici, quand par contre c'est impair, on va multiplier des choses comme ça. Donc ça, c'est à partir de ça, on s'en convainc très, très, très facilement. Mais maintenant, d'où viennent ces inégalités? Eh bien, du fait que le cardinal de ON sur ON-1, c'est 2 puissance n-1 ou 2 puissance n-1 moins 1. Le quotient des cardinaux, c'est le cardinal du quotient. Mais ce quotient, en fait, il va avoir un sens, ça va être des orbites. Ici, d'après la formule des classes, ici, ça va être des orbites. Et il va y avoir certaines orbites, ici, qui vont être de cardinal de puissance n-1 et de puissance n-1 moins 1. On va voir comment ça marche tout de suite. Alors, où on en est? On cherchait combien on avait de bases orthonormées dans f de n pour la forme canonique. Maintenant, on avait ramené ça au groupe orthogonal. Et on calcule le cardinal du groupe orthogonal. Bon. Et pour ça, on calcule le groupe le quotient de ON, du groupe orthogonal ON, par ON-1, quel est son cardinal? Parce que c'est une orbite. Et on sait que O2, c'est très facile à calculer pour l'initialisation. Voilà. Alors, maintenant, comment on va calculer ces orbites? Comment on va caractériser ces orbites? C'est dans ce lemme que tout va se passer. Je vais prouver une partie du lemme et puis une autre partie un peu plus technique par la suite. Alors, on regarde. Alors, donc, on a F2 puissance n qui est muni de sa base canonique E1 jusqu'à En. Et on va avoir par extension E1 jusqu'à EK qui va être la base canonique de F2 puissance K qu'on injecte dans F2 puissance n. Alors regardez, on a le vecteur E1 plus jusqu'à E2 puissance K-1 qui se complète en une base orthonormée de F2 puissance 2K. D'accord ? Maintenant, E1 plus
E2K plus 1, donc voilà, ne se complète pas, lui, en une base orthonormée de F2 puissance 2K plus 1. Voilà. Et on va montrer avec la partie 1 que c'est le seul qui soit de norme 1 qui ne se complète pas en une base orthonormée. Voilà, c'est le seul. Maintenant, troisièmement, si on prend F, donc, qui est de norme 1, d'accord, il se complète en une base orthonormée si et seulement si F est dans ON, dans l'orbite pour ON de E1, d'accord, c'est-à-dire l'ensemble des G de E1 où G parcourt ON. Voilà. Et 4, le stabilisateur de E1 dans ON est isomorphe à ON-1. Voilà. 5, l'ensemble des éléments de norme 1 dans F de N est de cardinal 2 puissance N-1. Alors, ça, on le verra plus tard, c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile non plus, mais c'est un petit peu technique. Hein, donc c'est des techniques un petit peu à part. Ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est pourquoi j'arrive à calculer des cardinaux de quotient ON sur ON-1 grâce à des problèmes de se compléter ou ne pas se compléter. Voilà. Regardons l'ensemble des F de norme 1. Ça se complète en une base orthonormée si et seulement si F est dans l'orbite de E1, donc le premier élément de la base canonique. Ben oui, si se complète en une base orthonormée, d'accord, alors F forcément va appartenir à ON de E1. Alors pourquoi ça c'est vrai? Parce que on le complète, on va compléter F en une base orthonormée. E1, il est complété en une base orthonormée aussi, puisque c'est E1, E2, E3 jusqu'à En, la base canonique, qui est une base orthonormée. Et donc, on sait, d'après le critère de tout à l'heure, qu'il existe alors un élément qui est unique, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, G dans ON, qui envoie la première base orthonormée, la base canonique, sur la base qui a complété F. Et donc, maintenant, il suffit de prendre ce G, faire G de 1, et ce sera le premier vecteur de cette base orthonormée, c'est-à-dire F. Voilà, donc ça, dans ce sens, c'est tout simple. Et dans l'autre, eh ben, si F appartient à ON de E1, donc il existe un G tel que F égale G de E1, ben on regarde G de E1 jusqu'à En, donc tous les G de EI, ben ça forme une base orthonormée, et ça forme par définition une base orthonormée qui complète F, parce que F égale G de 1. Voilà, donc ici, on voit qu'on a un problème. Il va falloir regarder quels sont les vecteurs qui se complètent et ceux qui ne se complètent pas. Voilà, et tout est là dans le problème. C'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, on avait l'habitude, Pénard, d'être dans des situations où le théorème de la base incomplète marche. Ici, voilà, première difficulté, le théorème de la base incomplète ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on se fait, chef? Eh bien, on regarde pour qui ça marche et pour qui ça marche pas. Et on fait le tri entre les deux. Et le tri, il va se faire dans ce n pair et n impair. Maintenant, 4. Le stabilisateur de E1 dans ON est isomorphe à ON-1. Oui, parce qu'on voit que le stabilisateur de E1, à partir du moment où on est dans ON et qu'on stabilise E1, alors on stabilise l'orthogonale de E1, forcément, et l'orthogonale de E1, bah, c'est le sous-espace engendré par E2 jusqu'à En, donc on stabilise ce sous-espace qui est de dimension n-1, et comme la forme n'a pas changé depuis, eh ben, ça va être isomorphe, avec la même base, ben, ça va être isomorphe à ON-1. Ça, c'est très facile, hein, d'accord. Si on regarde le stabilisateur de E1 dans ON, on va avoir ici un 1, on regarde ça matriciellement dans la base canonique, hein, et ici,
comme on est dans ON, le fait que E1 soit stabilisé, d'accord, ça veut dire que l'orthogonale ici est stabilisée, et ici, forcément, on va avoir un élément de ON-1, et la réciproque est évidente. Donc ça, c'est pas difficile, mais ça va impliquer que ceci, ce ON.E1, est en bijection avec ON sur le stabilisateur, d'accord? Donc maintenant, on commence à se rapprocher du problème. Quel est le cardinal de ça, puisque c'est ça qu'on veut? C'est le cardinal de ça, et donc c'est le cardinal des F qui vérifie ça, forcément, puisqu'il faut qu'il soit de norme 1, et qui se complète, d'accord? Et donc, on est ramené à ça. Maintenant, il va y avoir quel est le cardinal des F de n tel que F égale 1. Combien il y a d'éléments de norme 1? Il y en a 2 puissance n-1. Ça, c'est pas difficile, mais c'est quand même encore la même astuce. Si on fait FF, c'est la somme des FI carrés, et ce qu'on veut, c'est que la somme, où les FI, c'est les coordonnées de F, et la somme des FI carrés doit être égale à 1. Mais comme on est sur F2, c'est la somme des FI égale 1, d'accord, pour I égale 1 à n. Mais ça, c'est un hyperplan, si vous regardez bien. C'est un hyperplan. Donc, c'est de dimension n-1. Un hyperplan affine, hein, évidemment, mais un hyperplan affine, c'est juste le translaté d'un hyperplan vectoriel, quand même, voilà. Et donc, c'est la même chose que égal à 0, hein, c'est juste à translation près. Et donc, c'est de même cardinal qu'un espace vectoriel sur F2, donc le cardinal du corps c'est 2, et de dimension n-1, parce que c'est un hyperplan, donc c'est 2 puissance n-1. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à faire le lien entre 1, 2 et tout le reste, ce qui se complète et ce qui ne se complète pas. Donc, en fait, ce qui va se passer, hein, c'est que ce cardinal-là va être égal à ça, et si n est pair, alors tout élément va se compléter, tout élément de norme 1, donc il va y avoir ce 2 puissance n-1, donc ici, ce cardinal va être égal à 2 puissance n-1, et si n est impair, alors tout va se compléter, sauf cet élément-là, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 puissance n-1, mais moins 1 parce qu'il faut enlever cet élément-là. Voilà, on a fait le lien entre beaucoup de choses. Les rangs de spot et les bases orthonormées pour un espace vectoriel comme ceci, muni d'une forme binaire canonique et donc sur F2. Ensuite, les bases orthonormées avec le groupe orthogonal ON. Le cardinal du groupe orthogonal avec les éléments de norme 1 qui peuvent se compléter. Voilà. Et maintenant, on va chercher dans F2 puissance n, d'accord, dans cet espace, combien y a-t-il? On sait qu'il y a 2 puissance n-1 éléments de norme 1, d'accord, maintenant, et parmi eux, combien il y en a qui se complètent en une base orthonormée? Alors, le lemme 1, ici, on va dire que E1 plus E2 plus E3, hein, ici on les prend tous, hein, jusqu'à E2K-1 se complètent bien en une base orthonormée de F2 puissance 2K, donc dans la partie paire, d'accord, dans la complétion paire de l'espace impair. Bon, alors pourquoi c'est vrai? Je vais poser U égale E1 plus E2 jusqu'à E2K, dans F2 puissance 2K, d'accord, donc c'est U, et je vais regarder les éléments de la forme U moins EI, de sorte à ce que cet élément-là, c'est simplement U moins E indice 2K, d'accord? Donc je veux voir s'il se complète en une base orthonormée. Ben oui, parce qu'on prend U moins EI fois U moins EJ, c'est delta IJ. Pourquoi? Parce que quand on développe, ça fait UU
moins UEJ moins EIU, alors donc voilà, plus EI-EJ, c'est-à-dire delta IJ, parce que la base canonique est orthonormée. UU, c'est 0, hein, évidemment, hein, puisque U est de support pair, et donc là, on va avoir 0, moins 1, ça fait moins 2, donc ça fait 0 en caractéristique 2, et il reste le delta IJ. Voilà, donc ce vecteur, il fait partie de cette base, donc il se complète en une base orthonormée. Mais maintenant, ça veut dire que tout vecteur de norme impair va se compléter dans f de n en une base orthonormée. Pourquoi? Parce que à partir du moment où il est de norme impaire, c'est-à-dire que son support, là où il y a les 1, va être de cardinal impair, on peut toujours, quitte à permuter, les matrices de permutation, hein, elles sont dans O indice n, hein, elles transforment une base orthonormée en base orthonormée, hein, les matrices de permutation forcément. Donc, quitte à faire passer ça par une matrice de permutation, on peut toujours se ramener à ce que ces éléments du support soient les 2K, il y en a un nombre impair, hein, 2K-1, donc on peut toujours supposer que ce sont les 2K-1 premiers, d'accord? Donc on prend un vecteur quelconque de norme impaire, et quitte à changer l'ordre de la base, on suppose que c'est les 2K-1 premiers. Maintenant, on complète en F2 puissance 2K, puisque on est en dimension, on va mettre 2n ici, puisqu'on est en dimension paire, c'est possible, puisque là il y en a un nombre impair, on a toujours un pair qui est plus grand et plus petit que 2n, et maintenant, on va prendre cette base que l'on a complétée dans F2 puissance 2K, donc j'injecte, d'accord, donc ici j'avais mon élément quelconque de norme impaire, je le ramène à un élément comme ceci, et je le complète dans F2 2K, mais F2 2K, je le plonge dans F2 2N, où je complète ici par des zéros, je complète par les éléments de droite, hein, c'est-à-dire que x1 jusqu'à x2k, je le complète ici en mettant des zéros au bout. Hein, d'accord? Donc maintenant, je prends ma base qui a été complétée, mais dans f2 2k, je la complète maintenant dans f2 2n par e 2k plus 1, e 2k plus 2 jusqu'à e indice 2n, et là j'ai bien une base orthonormée, hein, puisque ça c'est normé, tous ces vecteurs de la base canonique sont normés, ici c'est normé, c'est ortho, et les éléments entre ça et ça sont forcément ortho, hein, puisque à cause des zéros qu'il y a là, et puis là on n'a que des 1, on a une base canonique de cette partie. Voilà, donc c'est bon, on comprend pourquoi il y a exactement 2 puissance n-1 éléments qui se complètent, donc 2 puissance n-1 qui va être le cardinal de ON quotienté par ON-1. Voilà. Maintenant, ici, il va y avoir un élément qui ne se complète pas quand on est dans le cas impair, donc on va être dans maintenant F2 de n plus 1, par exemple, ou le k plus 1, c'est pareil, il va y avoir un élément qui ne se complète pas. Tous les autres se complètent. Les autres vont être de support impair, strictement plus petit que 2k plus 1, donc plus petit ou égal à 2k moins 1, et donc on va pouvoir, en utilisant le 1, les compléter dans f2 puissance 2k. Donc ici, il suffit de voir si ils vont tous se compléter, éventuellement sauf celui-ci. Et on va voir que celui-ci ne se complète pas effectivement là-dedans. Okay. Alors maintenant, on prend U, ce vecteur-là, E1 plus jusqu'à E1 plus E2 plus E3 jusqu'à E2K plus 1 dans F2 de 2K plus 1. Et il faut montrer qu'il ne se complète pas en une base orthonormée. Ben regardez, prenons V, qui est normé, quelconque, hein, donc qui vérifie VV égale 1. Alors, j'affirme que UV, c'est égal à VV. Donc c'est égal à 1. D'accord? Alors pourquoi UV est égal à VV? Ben parce que c'est une somme de UIVI,
Mais comme UI n'a que des coordonnées égales à 1 là-dedans, donc c'est le vecteur avec que des 1 en fait, hein. Donc ça c'est la somme des VI. Mais la somme des VI, ben, c'est la somme des VI carrés, donc c'est ça. D'accord? Parce que les VI valent 0 ou 1. Donc maintenant, ben, c'est impossible de compléter U. Parce que si on prend une base normée, on aura ici 1 pour UV, alors qu'on veut 0. Sauf si on est en dimension 1. Bon, ben oui, on est en dimension 1, mais on oublie la dimension 1. Je ne l'ai pas dit, mais on est en dimension strictement supérieure. Donc ici, donc pour K, strictement positif ici, hein, évidemment. Voilà, donc c'est impossible, mais on a vu que c'était le seul. Donc cette fois-ci, ça veut dire que le cardinal de ON sur ON-1 est égal à ce 2 puissance n-1, donc tous les éléments de l'hyperplan des vecteurs qui peuvent se compléter, de vecteurs de norme 1, sauf celui-ci, donc il faut enlever 1. Et voilà. C'est terminé, on a trouvé le nombre d'éléments. On peut s'amuser après à tester ça. Bah tiens, on va le faire tout à l'heure. Je n'avais pas prévu de donner des exemples, mais bon, c'est illustrant quand même. Puis ça permet de mieux digérer les choses. Alors regardez, on regarde, on a une rampe de 3 spots. Bon, que nous donne le résultat? Alors c'est O3. Donc c'est 2 puissance, donc le n il vaut 3, mais le m, parce que c'est impair, hein, donc c'est 2m plus 1 avec m égale 1, donc c'est ce 1 qu'on met au carré, et là on fait le produit des 2 puissance de i, mais juste pour 1, voilà. Donc là, ben, on trouve 6, oui mais c'est à permutation près, et il y a toujours 6 permutations possibles de la base, donc finalement il n'y a qu'une seule base moralement, à permutation près, et évidemment c'est la base E1, E2, E3, dont on vérifie que c'est de norme 1 et c'est orthogonal. Donc là, c'est un peu décevant. O4, alors là c'est pair, donc n égale 4, mais m est égal à 2, donc on met 2 puissance 2, puis ce 2 là, qui est puissance 2. On met toujours puissance 2, on met toujours ce 2 là, et ici on met m. Et on fait le produit de 2 puissance 2i-1, mais on ne va pas jusqu'à 2, on va jusqu'à m-1, donc jusqu'à 1, donc on garde le même, d'accord? Donc ici, ça va nous faire 2 puissance 16 fois 3, ça fait 48, et comme on regarde à permutation près, parce que les permutations c'est quand même assez trivial, ici, on regarde modulo par rapport à 24, c'est-à-dire que c'est 24 fois 2. Alors 2, c'est quoi ces 2? Alors, il va y avoir E1, E2, E3, E4, ça en fait une, hein, fois 24 évidemment. Hein. Et puis l'autre, eh ben, on sait, hein, on a vu dans le lemme que E1 plus E2 plus E3, dans le cas pair, il est de norme impaire, donc il va forcément se compléter en une base orthonormée. Et c'est pas difficile de voir que elle est là, cette base orthonormée. On prend les 4 éléments, donc il faut 4 éléments, et on prend les 3 parmi 4, donc il y en a effectivement 4, E2 plus E3 plus E4, E1 plus E2 plus E4, E1 plus E3 plus E4, ça nous fait 4 éléments, et vous vérifiez évidemment que c'est normé, puisque le support est de cardinal 3, et puis quand vous prenez l'intersection des supports, eh ben, c'est toujours de cardinal 2, entre lui et lui, entre lui et lui, bah oui, c'est toujours de cardinal 2. Voilà. Donc, pair. Donc, ça nous fait notre deuxième élément, puis on permute ça, et ça nous fait, voilà, les 24 éléments supplémentaires. Maintenant, au 5, là, ça se complique. M
n égale 5, m égale 2, donc c'est 2 puissance 2 au carré. Mais là, cette fois-ci, on fait les 2 puissance 2i moins 1, i de 1 à 2. Donc on a 2 au carré moins 1, 2 puissance 4 moins 1. Donc là, ça va faire 16. Là, ça va faire 3 fois 15. Donc ça fait 120. Je sais je vais trouver 120, hein, parce que j'ai Lagrange, hein, et j'ai mon sous-groupe de permutation, hein, le groupe S5, hein, qui est inclus là-dedans. Hein, les permutations de 5 éléments, c'est inclus là-dedans. Donc je sais que je vais avoir 120. Hein. De toute façon, ça c'est indéniable. Donc j'ai 120, mais fois quoi? Je vois que c'est fois 6. Bon, alors ça veut dire qu'il faut trouver 6 éléments. Bon, alors il y a toujours ma base canonique, elle est là, c'est 1. Bon, après, on permute pour obtenir les 120. Et il faut encore en trouver 5. Ben oui, parce que, regardez, toujours pareil, comme ici on a un nombre impair, le lemme nous dit qu'il ne faut pas prendre E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5. Celui-ci ne se complétera jamais en une base orthonormée. Mais par contre, E1 plus E2 plus E3, évidemment, il se complète. Comment on complète? Ben, comme dans le lemme, on commence par compléter. D'accord? On a F2 puissance 5. Et là, on va prendre F2 puissance 4 qui va se... Donc on le plonge là-dedans en mettant un 0 en plus à la fin, quoi, hein, juste ça. Et donc ici, on choisit 4 éléments parmi 5, d'accord? Il y a 5 possibilités, et donc là, je vais reprendre la base que j'avais trouvée ici, à partir des 4 éléments que j'ai obtenus. Donc ici, je vais avoir E1 plus E2 plus E3, exactement cette base-là que je vais écrire ici. Mais là, ça fait une famille, évidemment, orthonormale, mais pas une base orthonormée. Et comme tout à l'heure, on va compléter en prenant les éléments qui n'ont pas été choisis, là, ici, E5. Voilà. Et donc, ça me fait bien 5 éléments. Et combien j'ai de possibilités? Eh bien, évidemment, j'ai choisi 4 parmi 5. Il suffit de se donner un choix de 4 éléments parmi 5. Ici, j'ai choisi 1, 2, 3, 4 parmi 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ça me fait mes 6 éléments. Et je sais que ce n'est pas la peine d'aller en chercher d'autres. Il n'y en aura pas d'autres.